Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, on se retrouve en ce lundi pour la review du week-end. Dernier week-end de la saison régulière, malheureusement. Et oui, ça y est, la saison qui commence, enfin la fin de saison qui commence à pointer le bout de son nez. On sait, c'est un peu compliqué. Il y a des équipes que l'on ne reverra plus jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec, malheureusement. Au niveau, comme d'habitude, on démarre avec les brèves. On a Boston College et Pittsburgh qui ont décidé de ne pas jouer leur bowl. C'est un accord entre les joueurs et la direction. Simplement, les joueurs qui veulent, après cette saison assez éprouvante, en raison du Covid, qui veulent retrouver leur famille et puis voilà, un peu se reposer, se mettre à l'abri de tout ce qui se passe en ce moment, surtout que les chiffres aux États-Unis sont très très alarmants ces derniers temps. Donc voilà, deux équipes qui décident de ne pas jouer officiellement, de ne pas jouer de bowl cette année. En autre info, on a Disney, et oui Disney, ça vous surprend, qui rachète les droits de l'affiche de la semaine en sec, du plus gros match de la semaine. Donc voilà, Disney, qui sera la nouvelle plateforme pour regarder certains des plus gros matchs de SEC, enfin de la SEC oui, mais aussi, la SEC c'est quand même carrément la meilleure conférence du Power 5, n'en déplaise à certains, dont moi, mais ça, donc Disney j'arrive plus à parler, je suis désolé, mais Disney qui rachète les droits, en tout cas pour le plus gros match, un des plus gros matchs du week-end chaque semaine. Simplement pour parler un peu gros sous, le contrat qui était entre la SEC et était d'un montant de près de 50 millions de dollars par an, ce qui fait relativement faible. Et là, on parle d'un montant aux alentours de 300 millions. Donc ça veut dire à peu près 17 millions qui reviendraient en plus à toutes les équipes de la SEC. Voilà, donc c'est un pactole qu'il ne faut pas négliger, qui sera peut-être... on sait que c'est quand même un peu l'argent, c'est le nerf de la guerre, même en college football. Et voilà, 17 millions en plus pour les équipes de la SEC. Donc je pense que Valentin est très content de ce montant dans les poches. Et quand on connaît Disney, si on les voit s'intéresser au football, d'ailleurs, ils ont sorti un film il n'y a pas longtemps là-dessus, un film qui s'appelle Safety, qui parle un ancien joueur de Clemson. Quand on connaît Disney qui investit autant dans le football, c'est bien une preuve que le football universitaire continue de se développer notamment à une échelle mondiale. Donc voilà. C'est une bonne chose quelque part. Et donc pour rappeler aussi Elio, Disney en fait c'est ESPN et voilà, c'est le réseau ESPN et le réseau ABC, donc ça va pas changer grand chose à nos habitudes nous de téléspectateurs européens quoi. Ils vont juste changer la musique, c'est ça, je crois, il me semble avoir vu. Ouais, ils gardent pas le thème de CBS et j'espère qu'ils vont pas garder Gary Danielson parce que j'en peux plus. T'es pas le seul. Et donc, dernière info, comme je l'ai dit auparavant, Kevin Sumlin, le coach d'Arizona qui a été viré, on vous expliquera pourquoi. On va tout de suite démarrer avec le match du week-end. Un gros match qui opposait Florida à LSU. LSU qui se déplaçait du côté de Gainesville en Floride. Et je suis désolé, Guillaume, mais je te laisse la parole. Voilà, je te laisse la parole et tu pourras dire ce que tu as envie de dire et ensuite on en discutera tous ensemble. On est avec toi, frérot. On est avec toi, t'inquiète pas. Tout le monde l'a vécu ça. Vraiment. Ça arrive. Surtout que tu as beaucoup parlé sur LSU pendant toute la saison. Tu t'es pris un sale retour de karma. Ouais. La vérité, je suis là parce que je dois le faire, parce que je sais que je suis attendu et tout, mais si je pouvais me cacher au fond d'un trou, je le ferais, très clairement. D'abord, avant de commencer un peu le débrief de ce match, je voulais m'excuser. Je sais que on nous a fait une petite remarque comme quoi des fois on pouvait être vulgaire un peu trop, et c'est vrai d'ailleurs. Je sais pas comment va se dérouler mon débrief de ce match, très clairement. Parce que là, il n'y a pas de. C'est le mec qui tient le compte des gators ou quoi, c'est juste le fan qui va parler. Donc si ça part un peu en cacahuète, je m'en excuse. Mais là, ça fait dur, comme dirait notre ami Franck Ribéry. Donc du coup, ouais, on perd 37-34. Un grand poète des temps modernes, un grand poète. Merci. C'est ça, un grand poète, ouais. Et nous dormissons, tout ça. Ouais, donc on perd 34. C'est ce qu'il valait mieux faire hier, non? Ah frère, je sais pas. Je crois que mon cerveau, il a pas encore complètement intégré ce qui s'est passé, tu vois. Mais ouais, on perd Vas-y, du coup. Vas-y, raconte-nous, Guigui.
Putain, j'ai l'impression d'être un pilier de bar qui raconte sa France, c'est à moitié bourré. Non, mais ouais, on perd 37-34. Au terme d'un match où on a eu du mal un peu en première mi-temps. On se fait arrêter une fois sur le premier drive du match, on se fait arrêter sur les 1 yard de LSU. On fait un turnover on downs. Derrière, il y a un stop de la défense, un TD de chaque côté. Donc on se dit, bon, bah, c'est parti comme la plupart de nos matchs. Hein, ça va être chiant. Enfin, c'est pas que ça va être chiant, c'est que ça va être compliqué et on va pas s'en sortir aussi facilement que prévu. En plus, on a Kyle Pitts qui, je sais pas trop si c'est. Enfin, j'ai pas trop envie de savoir en vrai parce que je pense savoir et ça va me saouler. S'il n'a pas été là pour qu'il soit à 100% contre Bama ou si c'est parce que, comme certains auraient dit, il aurait fait une petite rechute par rapport à sa blessure qu'il avait subie il y a 3-4 semaines face à Georgia. Kyle Pitts, Kyle Trask, qui fait à la fois un super match et à la fois il a très difficilement commencé, avec notamment un pick six. Et c'est là où tu vois que les choses, bah, ça tourne à pas grand-chose. Alors que, tiens, il y a des Gators qui me filent le sourire. Il y a Freddy Swain qui vient de marquer un TD avec les Seahawks. Hein. Merci à lui. Ça fait plaisir. Ouais, il met un pixel sur une balle qu'il ne doit pas lancer. Une vraie erreur de lecture. Celle-là, elle est 100% de sa faute. Hein. J'ai tendance à toujours le défendre, toujours entre guillemets, le protéger. Mais là, c'est juste sa faute. Hein. Sur le drive d'après, si 2020 était une interception, bah, ça donnerait ça. Sur un drive qui était très bien mené jusque là. Il envoie une balle sur Tony qui le long de la touche, un peu en tombant en arrière, essaye de la rattraper avec une main qui la dévie. La balle tape sur le casque du DB de LSU, vraiment genre un dixième de seconde avant qu'il mette le pied en touche. Et elle retombe dans les mains d'un autre DB de LSU qui attendait là, qui était passé par là, qui avait vu de la lumière. Ça, tu peux rien y faire quand la chance elle n'est pas avec toi, elle n'est pas avec toi. Du coup, on se retrouve à la mi-temps à 24-14 pour LSU, pardon. Pour LSU. Et en deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux, surtout en attaque. On commence à vraiment driver. Et là, la fin de match, et là, patatras. On marque un field goal, il reste 2 minutes 51, si je ne dis pas de bêtises, pour revenir à 34 partout. Et c'est là, et voilà, donc il reste 2 minutes 50. La défense fait le stop qu'il faut. Et voilà, il se passe l'image que vous avez, à mon avis, déjà tous vu sur les réseaux sociaux. Marco Wilson qui fait le plaquage avec je sais plus qui. Et pendant qu'il plaque, il tire la cheville, il tire le pied du receveur de Clemson, qui avait été arrêté vraiment 6 ou 8 yards avant le first down. Très loin dans le territoire de LSU, je crois que c'était un peu avant les 30 yards, donc ce qui aurait donné une excellente possession. Une excellente possession pour Florida avec 1 minute 50 au chrono et le score à égalité pour aller au moins chercher un field goal, voir le TD. Mais là, il se dit non, c'est trop simple comme ça. Hein. Donc, je vais prendre la chaussure du boule et je vais la balancer 30 yards dans le terrain. Conduite non sportive, première automatique. Derrière, LSU qui rentre dans notre partie de terrain, qui met un field goal de 57 yards. Il reste 23 secondes. En 3 ou 4 passes, Trask nous remet en field goal range. Et Evan McPherson, qui était sur ses 2 premières saisons un kicker vraiment sûr, a un peu plus de mal cette saison. Et foire son field goal à 51 yards, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, on perd là-dessus ce match.
ce qui me rend vraiment fou, c'est qu'on on a un quarterback qui finit à 474 yards. On perd un match comme ça, quoi. Enfin, Déjà, j'ai pas vraiment de mots. Genre, Tony qui faisait son dernier match en tant que senior, qui lui, honnêtement, je pense que je vais dire des Gators, mais je vais quasiment dire d'une grande partie du college football depuis que je regarde. J'ai rarement vu un mec autant progresser et autant gagner d'argent sur la décision de ne pas aller en NFL en tant que junior et revenir en senior. Il a eu une progression cette année. Il est passé d'un gadget player à un vrai receveur, tu vois. Un putain de vrai receveur. Et ça me fait super plaisir. Et là, il finit avec 9 catchs, 182 yards. Tu rajoutes à ça 56 yards à la course. Tu rajoutes à ça, il a un punt return de 11 yards. Il finit à plus de 250 ou 280 yards all-purpose. Et 280 yards, c'est plus que le QB de LSU. Et malgré ça, on arrive quand même à perdre. Parce qu'il y a un mec qui s'est comporté comme un con. Il y a un mec qui a pensé à sa gueule au lieu de penser à l'équipe. Et tu vois, il y en a beaucoup qui ont fait leur rapprochement avec ce qu'avait fait Elijah Moore l'année dernière. La seule C'est ce différence. que j'allais te dire. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Sauf que la seule différence que j'ai là-dessus, c'est que Elijah Moore, il te fait gagner des matchs, en fait, tu vois. Marco Wilson, il a fait une année freshman incroyable. L'année d'après, il se fait un croisé au premier match, il n'est pas de conneries, contre Kentucky, ou deux ou troisième match, pardon. Et depuis qu'il est revenu, il n'est jamais revenu à son niveau. Ça me fait chier parce que tu vois, c'est un mec que j'aime bien au fond, tu vois. C'est un corner vraiment sa saison freshman. Sa saison freshman, pour vous dire, pour moi, il était meilleur que CJ Anderson. Les deux étaient freshmen en même temps. Il était meilleur que CJ Anderson, tu vois. Et je sais pas si c'est la blessure, je sais pas ce que c'est, mais il n'est pas revenu à son niveau. Et ce qui me fout en l'air, c'est que moi, j'ai aucun problème avec les mecs qui trash talk. Tant que tu joues et que tu peux, quand tu as le rendement sur le terrain qui te permet d'ouvrir ta gueule. Moi, le gros problème que j'ai avec Marco Wilson, c'est que cette année, il se fait boire son âme contre Texas A&M, juste un exemple comme ça, où on perd ce match, je crois qu'il prend 300 yards sur la gueule, vraiment. Il y a entre 200 et 300 yards sur sa gueule. Il se fait ouvrir la moitié des matchs, si ce n'est les 3/4, si ce n'est 95% pour être gentil. Et il ouvre sa gueule tout le temps dès qu'il fait la moindre action. Frère, ferme-la en fait, genre. Ferme-la. Sois humble un minimum. Et je parlais de Tony qui s'est fait un max d'argent. Lui, cette année, il en a perdu un paquet. Et juste hier, il en a perdu un paquet. Parce que même moi, si je suis un GM, un GM NFL, que je veux le prendre, je sais pas, 3, 4, 5e tour, je vois ça, mais tu vas niquer ta race très loin en fait de mon équipe. Genre, je veux pas un mec comme ça dans mon équipe. Et ça fait plusieurs semaines déjà que je commence à en avoir ras-le-bol de notre defensive coordinateur Todd Graham. Et là, ça n'a rien fait pour arrêter ça. Et pour le coup, je vais tirer aussi une balle sur Dan Mullen parce que pour moi, c'est aussi sa responsabilité ça. À quel moment de ta vie... moi, personnellement, je suis coach. Ok. En France, je suis coach. Je fais des U19. Donc, absolument aucun rapport avec le foot américain qu'on voit le samedi soir. Ok, c'est un tout petit niveau, c'est un tout petit truc, on est en France, machin. Mais t'as un mec qui fait le quart de ce que vient de faire Marco Wilson, mais c'est pas je le sors du terrain, c'est je lui dis tu rentres au vestiaire de suite et tu vas niquer, et tu te barres loin d'ici. Et non, il balance, il balance le crampon, ok, il se prend sa pénalité. Qu'est-ce que je vois sur le terrain de l'action d'après, Marco Wilson? Non, tu peux pas, c'est quoi l'exemple que tu montres là, tu vois? C'est que peu importe ce que tu fais, comme tu es un senior, bah tu restes sur le terrain. Alors ok, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de la saison en défense. Hein. On fait pas jouer les meilleurs, on fait jouer les seniors. Je vois tous les mecs sur Twitter, et moi le premier, qui sommes ultra hypés par la classe, notamment de DB qu'on est en train de récupérer. Mais faut pas se voler la face. Si Todd Grantham est encore là l'année prochaine, bah c'est bien, on aura des super mecs qui vont cirer le banc, tu vois. On aura des mecs qui aiment les Gators, qui sont tout le temps là, sur les réseaux pendant les matchs à encourager l'équipe, c'est super bien. Bah, mais au moins, ils feront pareil, mais sur le bord du terrain cette fois.
Genre, faut arrêter avec ce mec-là. Je peux pas. Genre, il y a aucune remise en question. Il y a aucun changement. C'est toujours les mêmes conneries, c'est toujours les mêmes trucs. Et il y a un moment, fallait que ça arrive. Ça monte ses limites. Bah voilà, c'est arrivé là. Et ça me fout en l'air là. Il y a le top 25 de l'Epipal qui vient de sortir. On se retrouve 11e. Derrière Georgia, c'était quand même une vaste blague parce qu'on nous a expliqué pendant quasiment 2 mois que si on était derrière Texas A&M, c'est parce qu'on avait perdu le match contre eux. Visiblement, ça, Texas A&M, ça passe, mais par contre, pour Georgia, c'est un autre standard. Allez, de toute façon, on s'en bat, on a rien à foutre. Mais voilà, je suis dépité. Ça me saoule au plus haut point. En plus, vu la journée comment elle avait commencé avec l'énorme peur que beaucoup de gens ont eu et que beaucoup de gens ont toujours par rapport à Keontae Johnson, notre joueur de basket. Ça aurait fait bien juste de gagner pour remonter le moral, limite pour lui en fait, tu vois, le mec est en train de se battre pour sa vie, hein, parce que c'est ça, les infos qui continuent de tomber, c'est ça, c'est le mec qui est en train de se battre pour vivre. Et t'as des mecs qui sont égoïstes, qui pensent qu'à leur gueule. Ça me vénère. Ça me vénère. Ils se remettent jamais en question. On a les mêmes problèmes depuis 3 mois, 4 mois que la saison a commencé. Mais vas-y, non, on continue. Il y a un moment, il faut que ça change, il faut qu'il y ait un truc qui change. Et moi, j'ai peur que Dan Mullen, je veux en tant que soit mon coach. Mais il y a un moment, il faut qu'il arrive à faire la séparation entre. C'est normal d'apprécier tes coordinateurs. Maintenant, quand un mec fait pas le taf, il fait pas le taf. C'est même pas lui rendre service que de le continuer à le conforter dans son truc, tu vois. Et ouais, si vous voulez, vous avez un mot à dire ou si vous voulez qu'on parle d'un truc, allez-y. Mais voilà. Bah, t'as bien résumé plutôt, je pense. Mais un peu comme t'as dit tout au long de la saison, là, vous payez votre inconstance de la saison et c'est le retour de bâton. Il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Et c'est encore une fois dans ce match-là où vous avez été inconsistant, plus une défense qui remplit quand même de bons joueurs, mais votre coach apparemment qui fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas apparemment, mais quand tu prends autant de points avec les joueurs que t'as. Ça qui me rend quand tu regardes le play-by-play sur LSU, enfin du coup de battre contre LSU, c'est exactement notre saison. C'est soit du 3 and out, soit des drives de 80 yards, tu vois. Il y a un moment, il n'y a pas. Regarde, je te le fais texto. 3 plays, 6 yards. Derrière, 11 plays, 75 yards, TD. 6 plays, 30 yards, punt. 3 plays, 3 yards, punt. 3 plays, 4 yards, punt. 9 plays, 75 yards, TD. 17 plays, 63 yards, field goal. 3 plays, moins 1 yard, punt. 3 plays, 9 yards, punt. 9 plays, 84 yards, TD. Allez, il y a un contre-exemple. 8 plays, 45 yards, et un punt. Derrière, 3 plays, 1 yard, punt. 9 plays, 36 yards, field goal. Putain, mais tu peux pas? Genre, c'est quoi? C'est en fait, tu joues un drive sur 2? C'est une garde alternée de parents divorcés? C'est un week-end sur 2, la moitié des vacances? Ça me rend, parce que les joueurs, on les a, mais on en est au quoi? On en est au quoi? On en est au 10e match de la saison et on n'arrive toujours pas à s'aligner. La vie de ma mère, genre. Et le pire, c'est que les mecs sont entraînés 2 fois par semaine. Vous pourrez battre Alabama, c'est ça le pire, tu vois. C'est que, comme Val l'a dit, vous payez votre inconstance. Mais moi, je vous fais même pas passer pour les futures victimes de Bama. Non, mais moi, je pense vraiment qu'on peut les battre, Bama. C'est ça le pire, en fait. On n'a pas parlé en face d'LSU, Mac Johnson. Ouais, c'est ça, votre problème, c'est la défense, quoi. Tu le sais depuis le début de saison, tu l'as dit là, tu l'as expliqué. Mac Johnson, le quarterback d'LSU, un freshman qui se retrouve à 3 touchdowns pour 0 interception. True freshman, exact. Ils ont trouvé leur quarterback, hein. Ouais, qui permet. Faut se dire qu'il n'a même pas Terrace Marshall comme receveur, qui permet. Il n'a pas arrêté le qui a lancé pour plus de 108 yards à Keishon Boutte, qui a eu 5 réceptions, un touchdown. Enfin,
Moi, je t'ai dit tout le match, on l'a regardé à peu près ensemble. Je t'ai dit, tu vas voir, t'inquiète pas, vous allez reprendre le cours du match, vous allez remonter, tout ça. Comme l'a dit Valentin, il y a un coaching qui est à certains moments assez déplorable quand même. Et puis, bon, voilà, pour McPherson qui rate son field goal, vous remontez à 51 yards, il y a un brouillard pas possible. Déjà, la remontée de Trask est très bonne, mais il y a un brouillard pas possible. Le ballon, pour sa défense, ça vraiment à dernière demi-seconde qui passe en des poteaux. C'est vraiment un poil de genou. C'est ça, c'est vraiment pas de chance. C'est pas une honte de le rater. Ouais, c'est ça, voilà. Mais en face, à côté, ce qui s'est passé défensivement, face à une attaque d'LSU qui est inexpérimentée au possible, parce qu'il faut le dire, c'est pas du tout possible, quoi. C'est pas du tout possible. Et quand Gus dit oui, mais vous pouvez battre Bama, et même toi, tu l'appuies, je suis désolé, les gars, mais enfin, Guigui, je veux pas te porter, parce que tu sais que Florida, vous êtes mes chouchous cette année en sec, mais je veux pas te porter la guigne ou quoi. Mais sincèrement, Alabama, leur attaque, mais elle mange, c'est eux les crocodiles, c'est eux qui vont vous dévorer votre défense, quoi. Et encore une fois, c'est très dommage pour Trask. Ouais. Putain, vas-y, fini. Non, et encore une fois, c'est très dommage pour Trask, parce que ces 2 interceptions, ça vient plus. Surtout celle où il essaie de lancer la balle à Tony, ça vient plus du receveur, quoi. Et, c'est un peu malencontreux pour lui, et finalement, il se rattrape bien dans ce match tout de même. Et voilà, quoi. Là, il finit semaine quand même. Mais pour moi, le vrai bail, c'est que ce qui fait perdre le Heisman, c'est la merde de Marco Wilson. Parce que, en tout cas, pour moi, attends, j'allais juste mon argument. Pour moi, tu vois, là, on les stoppe aux alentours des 30, imaginons à ce moment-là. Ils punt. Alors, si vous voulez, vous êtes trop punter ou quoi, amusez-vous à regarder ce match parce qu'il y a eu des bombes dans tous les sens. Le match de punter est vraiment magnifique. Étant punter moi-même, ça, quel plaisir. Ça a envoyé des missiles. Alors, tu en as parlé, Elio, vu le brouillard qu'il y avait, ça n'a pas non plus aidé les returners, mais le match de punter est incroyable. Mais imaginons, on récupère la balle, je sais pas, je dirais une connerie, sur nos 20 yards. Il nous restait 1,51, 3 temps morts. Avec la facilité sur laquelle Trask a ouvert la défense de LSU sur la deuxième mi-temps, avec les 3 temps morts et avec 1,51, même si c'est une équipe de LSU qui était à 3-5 ou je sais pas quoi, ça peut être ce qu'ils appellent un Heisman moment, où le mec reste 2 minutes, son équipe, elle joue pas au top, faut trouver un moyen de gagner son match. Tu remontes le terrain comme il l'a fait en 23 secondes. Le mec, il prend 40 yards dans 23 secondes, je crois, un truc comme ça, pour nous donner la possibilité d'égaliser, tu vois. Et du coup, maintenant, comme on a perdu, du coup, tout le monde va parler de ces 2 inters. Personne va parler du fait qu'il fait 474 yards, ce qui est le 2e plus gros total sur un match dans l'histoire des Gators, derrière seulement Tim Tebow. Personne va parler du fait que il fait ce qu'il veut avec la balle, il l'envoie où il veut. Donc il a pris une mauvaise décision, et tu vois, c'est exactement ça. Tu regardes Mac Jones de l'autre côté, sa mauvaise décision, où il se prend une inter, et je sais même pas si elle remonte pas en pick 6, et non, il y a une faute contre Arkansas, du coup l'interception est annulée. Nous, de notre côté, on a quoi? On a une balle déviée par une main, un casque qui revient dans les mains. Et tu vois, c'est ça, et c'est vraiment. La chance, ça se provoque. Ce que Bama a fait très bien, ce que Matt Jones a très bien fait. Nous, c'était pas de notre côté en première mi-temps. C'était pas de notre côté, tu vois. Et pour moi, encore une fois, le Heisman se jouera à Atlanta, tout simplement. Mais j'ai peur que limite ce soit notre défense qui fasse perdre le Heisman à Trask. J'ai peur qu'on se fasse ouvrir par Davante Smith pour 400 yards. Mais je sais qu'on leur mettra 40 points, tu vois. Donc, parce que c'est le genre d'équipe qui peut te surprendre la semaine prochaine. Qui? Même si les odds, elles sont contre, même si je suis d'accord, t'as une défense qui va être face à la meilleure attaque du pays.
Moi, je pense que Florida, et ça fait partie des rares équipes, je pense, depuis quelques décennies en college football, qui peuvent tout renverser d'un coup, qui peuvent rebattre les cartes, quoi. Bah, je nous le souhaite, hein. Je nous le souhaite vraiment. Mais voilà, après, je pense que si dans le meilleur des cas, ça se passe bien comme on le dit là, je pense que le classement du CFB là, le lendemain pour les playoffs, je pense qu'il sera drôle à analyser. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, je suis dégoûté, tout simplement. Je m'étais dit, vas-y, fais le match, kiffe ton match, essaie de pas trop penser à ce qui s'est passé avant avec Keontae Johnson. Et au final, frère, comme je l'ai dit sur Twitter, il était 5h15 ou 5h20 du matin. J'avais envie qu'une chose, c'était prendre la voiture, descendre, aller m'arrêter au niveau de chaque piéton, lui demander comment il s'appelait, pour trouver un Marco et passer une première sur ses dents, tu vois. Ça fout à bout. Ça fout à bout. Et ce qu'il faut d'autant plus à bout, c'est quand tu vois le potentiel de cette équipe, quand tu vois les joueurs qu'on a, genre de se saborder tout seul, c'est un truc qui me fait péter les plombs, genre. Contre Texas A&M, on a été mené littéralement 0 secondes dans le match, c'est-à-dire que leur field goal pour la gagne, quand il passe à travers les poteaux, le chrono il est à 0. Là, on s'en prend à 23 secondes de la fin. Il y a un moment où dans une saison, il faut avoir un minimum de réussite aussi, tu peux pas y aller que au talent. Et ça me fait chier que cette réussite, elle n'a pas été de notre côté au moment où il fallait. Et en vrai, ce que je disais quand on a fait les podcasts de pré-saison, là, où je me disais que la saison parfaite, c'était cette année ou jamais, bah, avec le recul, j'ai un petit truc amer quand on va me dire putain, on aurait vraiment dû, limite, tu vois. Et là, on se retrouve 11e au classement People. On verra combien on sera sur le college playoff. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, les playoffs, c'est pas la priorité, enfin, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. C'est de savoir juste ce qu'on va montrer à Bama, à Atlanta, du coup, contre Bama. Et juste savoir comment, dans quel état d'esprit, les mecs de l'équipe vont arriver. Parce que, bah, quand tu as vu sur Twitter, même si sur Twitter, ça prenait pas mal la défense de Marco Wilson en disant il a fait une erreur, c'est un homme, machin. Il y a ce que tu mets sur Twitter et il y a ce qui se passe dans le vestiaire, tu vois. Genre, encore une fois, moi, il y a un mec qui me fait dans mon équipe. Sur ma dernière année, je suis senior. Je peux pas je peux pas vous assurer qu'il n'y a pas une droite qui part pas, tu vois. Très clairement. Ça, on te comprend. Après, on n'aura jamais. On saura jamais, ou en tout cas, on ne saura pas dans les 5 prochaines années ce qui s'est passé dans les vestiaires après le match. Mais voilà, comment l'équipe va arriver et personnellement, Marco Wilson, pour moi, il ne doit pas jouer ce match. Outre son niveau de jeu qui est pas à la hauteur cette année, t'as pas le droit de le faire jouer en fait. Pour moi, t'as juste pas le droit de le faire jouer. Faut montrer que t'es pas tout permis en fait. Il y a des conséquences à tes actes. Et la première conséquence, c'est qu'on perd le match. Et la deuxième conséquence, que quand tu penses qu'à ta gueule, quand tu veux jouer perso, eh ben, tu te fais sortir d'un sport d'équipe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à mon avis, ce sera pas fait. Hein. À mon avis, il va starter, il va s'en prendre 4 sur la tronche et il va bien défendre une passe et il va se la raconter comme si il venait de faire le game winning play du Super Bowl. Mais voilà. Et comme l'a dit Val sur Twitter tout à l'heure, la petite ironie du sort, c'est que la première fois où j'ai parlé avec Val, parce que avant c'était lui qui avait le compte des Gators, la première fois où on a vraiment parlé, c'était après le match contre Miami, si je dis pas de bêtises, de la saison dernière, où il avait chargé Marco Wilson de fou malade, et où j'étais venu voir en disant frérot, c'est pas comme ça que ça fera avancer les choses, tu peux pas insulter les joueurs comme ça. Et 2 ans après, j'ai envie de le rouler sur les chicots, tu vois. Donc,
C'est la petite ironie du truc. La boucle est bouclée, dirons-nous. Eh bien, après cette note triste donc pour notre ami Guigui, malheureusement, nous allons démarrer les matchs des équipes du top 25. Eh bien, encore une fois, beaucoup de matchs annulés. On vous en parlait déjà en preview. Donc, on n'aura pas forcément beaucoup de matchs à vous présenter des équipes du top 25. On démarre directement avec Alabama qui se déplaçait du côté d'Arkansas. Alabama, c'est 10 victoires, 0 défaites. Désormais, Arkansas, 3 victoires, 7 défaites. Grosse victoire, 52-3 d'Alabama. Les amis, sincèrement, est-ce que vous voyez quand même une équipe se mettre en travers d'Alabama jusqu'au bout, quoi. On a encore un match XXL. Alors déjà, au niveau du rushing game, c'est 6 touchdowns en tout, dont 3 de Brian Robinson et 2 de Najee Harris. Mac Jones qui n'a pas envoyé de touchdown cette fois-ci. Alors peut-être un léger retard pour lui dans la course au Iceman, mais bon. Vous voyez vraiment, sincèrement, cette année, une équipe qui peut empêcher Alabama d'aller jusqu'au bout? Parce que là, c'est une machine quand même. On parlait de la défense d'Arkansas en preview. Moi, personnellement, je vois pas d'équipe. Bon, déjà, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui peut les arrêter. La preuve, c'est qu'ils ont éclaté Georgia. Et puis la semaine prochaine, il y aura le match à Florida. Mais Florida n'a vraiment pas rassuré, comme l'a dit Guillaume auparavant. J'ai du mal à voir qui, mis à part peut-être Notre-Dame ou Clemson, arrêter Alabama. Et encore, si je dis ça, c'est parce que j'essaie. Non, mais j'essaie un petit peu de rebattre les cartes. Yann Book Season. Non, mais voilà, quoi. C'est Alabama me paraît presque intouchable. Et ça faisait quelques saisons quand même. Et concernant le match, j'ai regardé le début du match face à Arkansas. Et le Crimson Tide a vraiment eu du mal à démarrer. La preuve, je crois que c'est Arkansas menait 3-0. Bon, vous allez me dire, c'est anecdotique, mais Felipe Franks a vraiment fait du mal, et notamment avec son running back dont j'ai oublié le nom. Et Alabama a eu besoin d'un quart-temps pour déclencher la machine. Et c'est ce qu'ils ont fait après le touchdown sur retour de punt de Devonta Smith. En fait, Arkansas a un peu fait ce qu'a fait à Ole Miss. C'est beaucoup de couverture de zone. Ils ont vraiment embêté sur ça Alabama. Mais le problème avec cette attaque d'Alabama, c'est leur O-line qui était tellement forte que la D-line d'Arkansas ne pouvait strictement rien faire. Et pour revenir par rapport aux seuls qui pourraient peut-être battre Alabama, je vois bien Notre-Dame. C'est parce qu'ils ont une défense quand même, une très bonne défense. Et c'est peut-être ça qui peut faire qu'ils peuvent gagner Notre-Dame contre Alabama s'ils jouent, bien sûr. Mais sinon, Alabama était tellement fort. Enfin, il y a pas un compartiment du jeu où ils sont pas bons, quoi. Donc Arkansas a bien joué le premier. Vraiment, j'insiste, a vraiment bien joué le premier quart-temps, mais malheureusement après il y a plus rien à faire. C'est que tu peux bien jouer un quart-temps, mais derrière tu sais que tu prends la lessiveuse. Donc Alabama est beaucoup trop fort cette année. Je pense que sur les lignes c'est extra fort et malheureusement t'as trop rien à faire contre ça, quoi. Et puis c'est la seule équipe qui est vraiment complète. Les autres, on peut toujours chipoter sur un manque de talent sur tel ou tel poste. Mais Alabama, c'est n'importe quoi cette année. Et puis ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on pensait aller tous un peu, qu'ils allaient peut-être être une année en deçà du Crimson Tide habituel. Mais je me demande s'ils sont pas même encore plus forts que d'habitude, quoi. C'est incroyable. La D-line, c'est n'importe quoi. Christian Barmore, là, c'est un monstre. Enfin, c'est incroyable. Cette équipe, elle est incroyable. Alors, après, sur un match, tout peut jouer. Hein. On a bien, par exemple, Florida qui perd contre LSU alors qu'ils sont favoris de 25 points. Donc, tout peut arriver. Mais c'est vrai que sur le papier, je vois pas qui pourra, même ne serait-ce qu'embêter un petit peu Alabama, quoi. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que ça sera intéressant. Et je souhaite qu'il y ait un match Notre-Dame-Alabama pour... Bon, pas pour faire un remake c'était 2013, hein, c'est ça, hein. Attends, j'ai honte. Je suis fan de Notre-Dame et je connais pas la date. L'époque Mantiteo, on s'est fait éclater lors de la finale nationale 42-13. Et j'espère vraiment qu'on jouera contre eux. Bon, déjà pour le storytelling et parce que cette D-line va pouvoir s'opposer à notre super ligne offensive. Et moi, je pense que ça peut être un des affrontements, on va dire, un des matchs dans le match les plus intéressants de l'année en college football. Et ça permettra vraiment de connaître, je pense, le niveau de Bama. Et voir s'ils ont bien mérité leur saison et si c'est un champion, bon, je m'avance, mais un champion légitime.
Ouais, c'est vrai que Bama, on avait un peu des doutes vu que c'était Mac Jones qui a récupéré le poste de titulaire. Et puis au moment aussi où Jalen Waddle s'est blessé, on s'est demandé si l'attaque allait autant continuer de fonctionner. Ouais, mais derrière, t'as tellement de receveurs, quoi. Ouais. T'as les Qui avait des doutes sur Mac Jones? Qui avait des doutes? Moi j'en avais. Moi j'ai su. Moi pas de souci là-dessus. Hein. Même moi, j'avais des Pareil, doutes hein. Mais les gars, il y a juste juste comme si c'était un moment où vous avez eu trop relancé, c'est que tu mets n'importe quel QB, tu peux mettre Yann Book il te sort 10 TD dans le match. Ouais, Yann Book, c'est parce qu'il est fort. Yann Book, il est vraiment fort. C'est la différence. Je sais pas si vous avez vu un peu, mais il a 10 secondes, mais minimum pour lancer. Il a aucune pression. C'est hallucinant. C'est même trop. C'est abusé. C'est du cheat. C'est vrai. Et je pense que on le verra à la draft, mais ça va jouer au niveau du choix des GMs, parce qu'on parle beaucoup de Mac Jones sur le premier ou deuxième tour, mais ça va sûrement jouer au niveau des GMs et de leur choix. Toujours en sec, Georgia qui se déplaçait du côté de Missouri, victoire 49-14 de Georgia. Alors, déjà, la défense de Georgia a complètement annihilé Missouri. Il y a un chiffre très simple, Larry Rountree III, le running back star de Missouri, a couru pour 14 portées et seulement 16 yards et un touchdown. Donc c'est vous dire combien la D-line est très forte du côté de Georgia. Il y a aussi une interception pour 27 yards derrière d'Eric Stokes, le cornerback qui sera lui aussi un des principaux gros cornerbacks de la draft 2021. En face, JT Daniels qui a pu mettre 3 touchdowns, 0 interception, 299 yards, et il y a eu 4 touchdowns à la course, dont un de Zamir White et un de James Cook. On va pas épiloguer sur ce match parce que c'était une victoire quand même assez anticipée de Georgia malgré le fait que Missouri venait d'apparaître dans le top 25. Juste, on avait prévu que JT Daniels pouvait se faire la cerise sur ce match. Ça n'a pas loupé. Et Robin, Oregon, c'est le truc. Non, c'est vrai que JT Daniels il était plutôt bon. J'ai bien aimé aussi Pickett, le receveur de Georgia, qui a fait pas mal de bons jeux. Et sinon, c'était serré jusqu'à la mi-temps. Enfin, à partir de la mi-temps, il y avait 21-14 seulement. Et en fait, ça se rendait coup pour coup, touchdown Missouri, touchdown Georgia. Et après la mi-temps, Georgia a déroulé, et donc Missouri ne pouvait pas du tout faire la compétition, en fait. Non, en fait, Georgia a vraiment bien contrôlé le temps avec le jeu au sol. Et donc, ça a empêché Missouri à installer vraiment son jeu de d'habitude. Et il n'y a pas eu de match à partir du troisième quart-temps, comme a dit Robin. Il n'y avait plus de match, quoi. Le jeu au sol était tellement performant pour Georgia et contrôler le temps, t'as plus rien à faire. On se dirige désormais du côté de l'ICC. Alors, les amis, North Carolina, les Tar Heels qui se déplaçaient du côté de Miami, c'était le match que nous vous avions sélectionné en tant que match du week-end. Ça n'a pas loupé. Et est-ce que l'un d'entre vous pourrait en parler, nous raconter ce match, parce que ça n'a même vraiment pas loupé? Alors, tout à l'heure, on parlait de Georgia qui avait bien maîtrisé la course. Et là, North Carolina, Miami, j'avais l'impression qu'on regardait un train en marche. Il pouvait impossible de l'arrêter. Donc pour le score, ça fait 62-26 pour North Carolina. Donc les Tar Heels qui étaient 17e du pays contre Miami, les Hurricanes qui étaient 10e. Mon Samuel qui est décent, qui lance seulement 19 passes. Donc il fait 14 sur 19, 201 TD. Mais écoutez un peu cette statistique à la course. 554 yards à la course et 537 yards pour les deux running backs combinés, donc Michael Carter et Javonte Williams, chacun qui font 23 à 24 portées, 308 yards pour Michael Carter, 2 touchdowns, Javonte Williams, 236 yards, 3 TD. Donc il me semble que c'est seulement la 8e fois dans l'histoire qu'il y a 2 coureurs qui sont à plus de 200 yards dans la même équipe, dans le même match. Et face à une D-line qui n'est pas dégueulasse du tout. C'est ça, enfin, la D-line de Miami, ok, certes, il n'y a pas Grégory Rousseau, mais il y a quand même... Roche et Jen Phillips. C'est ça, merci. Il y a quand même Roche et Phillips qui sont plutôt... Enfin, c'est pas plutôt bon, il y en a qui vont certainement partir au premier tour de la draft, donc voilà, Miami, c'était censé être une bonne défense, mais ils se sont fait rouler dessus. Vous pouvez aller voir les touchdowns, il y a les courses. On a mis des vidéos sur Twitter. Il y a Javonte Williams qui fait une course.
il explose, il fait un spin move, il saute au-dessus d'un gars, il met un pancake, enfin c'est n'importe quoi, il fait la totale à la défense de Miami. C'était moins de 18 ans, 554 yards à la course, c'est assez énorme. À noter aussi du côté de Miami, le touchdown de Brevin Jordan, le tight end de Miami, qui est parmi les meilleurs tight ends du college football qui vont se présenter à la draft cette année, qui fait 6 réceptions, 140 yards, 1 TD, dont 1 de 75 yards. Donc c'est plutôt cool, mais sinon, il n'y a pas eu de match. C'était un calvaire à regarder pour Miami, et heureusement que ça s'est fini plus tôt, parce que voilà, ça marchait pas du tout, les running backs, ils étaient en feu. Et à noter aussi, je m'en souviens, il y a le Tony Grimes, du coup un cornerback qui a fait une interception, et Tony Grimes c'était censé être un senior au lycée, en high school. Mais en high school, mais du coup à cause du Covid, il a pu déclarer son éligibilité maintenant, il me semble. Et du coup, le mec il a 18 ans et il vient de mettre son premier pick en NCAA. À voir, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc voilà. Et encore une fois, Chess Surratt, pardon, je vais terminer rapidement sur Chess Surratt qui fait 10 plaquages, dont 6 solos, et il fait 2 passes, il dévie 2 passes qui sont des belles passes. Donc voilà, encore une fois, il prouve que c'est un des top linebackers du pays après avoir changé de poste. Je vais revenir sur la performance de leur running back. J'en souviens, lorsqu'on a fait la preview avec Elio cet été, on disait on a des certitudes à la passe avec Howell, Dwayne Bourne et Dave Newsome, mais on se demande comment McBourne va réussir à développer ce jeu au sol. Et là, dis donc McBourne, bravo, hein, parce que courir 500 yards à la course en un match, si on nous avait dit ça avec Elio et moi en début de saison, on aurait ri au nez de la personne. Bravo à la O-line surtout, parce que... Ouais, non, mais c'est ça, la O-line qui avait perdu Charlie Heck, qui me semble qu'au Texans aujourd'hui, il y avait quand même des doutes sur cette O-line, et là, elle vient... Franchement, ça fait partie des grosses surprises de la saison. Au-delà de la O-line, j'ai envie de dire, la O-line, elle a ouvert les trous, mais après, quand le premier rideau était passé, Javonte Williams et Michael Carter, ils mettaient des crochets, ils faisaient des trucs. C'était pas seulement le premier rideau, et ensuite c'était une course, c'était le plus rapide. Ils faisaient casser les plaquages à des linebackers, des corners, des safety, etc. C'est assez fou, et surtout sur le match de Miami, mais globalement, c'est des coureurs que quand ils ont passé le premier rideau, ils arrivent aussi à faire manquer des plaquages. Pour étayer le point de Gus, donc Javonte Williams, c'est 1140 yards, 19 TD cette saison, et Michael Carter, c'est 1245 yards, 9 TD. 8 yards en moyenne du coup par portée pour Michael Carter, et 7,3 yards en moyenne par portée sur la saison. C'est assez énorme le jeu de course de North Carolina, et avoir deux joueurs à plus de running back à plus de 1000 yards sur une saison, c'est hyper cool pour North Carolina, sachant que les deux ils sont, il y a un senior, un junior, donc à voir comment ça va se passer pour la draft. Mais moi, Javonte Williams, qui est junior, qui a 19 TD sur la saison, c'est assez fou. Ça va être d'ailleurs. Si tu permets, Elio, j'aimerais juste vous demander, Miami qui fait quand même une meilleure saison que les précédentes, mais qui prend 2 branlées contre les 2 gros qui jouent cette année. Donc, est-ce que Miami va réussir un jour à passer comme un concurrent direct, je sais pas, mais au moins une équipe qui va pouvoir les embêter les plus gros? Parce qu'on va pas dire qu'ils avaient une équipe dégueulasse cette année, et ils se prennent 2 branlées contre Clemson et North Carolina. Non, je suis d'accord avec toi, parce que comme tu l'as dit, ils ont des playmakers, je pense, et notamment à presque tous les niveaux de l'équipe, dans toutes les escouades. Et bon, je vais pas parler de branlée avec Miami, parce que j'ai encore un 41-7 en travers de la gorge, mais c'est vrai que là, ça commence à faire long depuis les années 2000. Et quand on voit tous les fans qu'il y a sur Twitter, avec qui on parle, ou sur Facebook, tu te dis que c'est pas la place que Miami devrait avoir. D'autant plus que même si North Carolina est impressionnant au niveau offensif, c'est une équipe qui a perdu quand même face à Virginia et Florida State. Donc ça permet de mettre encore plus en perspective cette mauvaise défaite de Miami.
Manny Diaz qui est là depuis 2 saisons, le head coach de Miami, qui recrute plutôt bien. À voir, peut-être leur laisser un peu plus de temps. 2 saisons, ça ferait quand même un peu court, mais à voir, sachant que Miami était quand même à 8 victoires, 1 défaite avant ce match. Et pour terminer sur North Carolina, et sur le fait que Michael Carter et Javonte Williams partent, il y a aussi Dez Newsome qui va partir. Ça va être un assez gros challenge au niveau offensif l'année prochaine. Et Chase Surratt en défense, qui est le leader, c'est vraiment le cœur de cette défense. Chase Surratt, qui était, pour ceux qui ne savent pas, Chase Surratt, c'était un QB en 2018 et il a changé de poste pour passer linebacker. Donc passer déjà QB à linebacker, c'est pas facile. Mais il a réussi à s'imposer comme leader de la défense et comme un des tout meilleurs à son poste en NCAA. Donc ça va faire du mal de perdre un gros LB, surtout que il joue et il prend. Je sais pas forcément si la relève elle est du même niveau. Il y a une grosse classe, il y a eu 2 grosses classes de recrutement à North Carolina et Miami ces 2 dernières années. C'est plus ce que j'allais dire exactement. Et du coup, ça va être un challenge de remplacer des postes assez forts comme ça avec des bons joueurs, mais ils ont les classes pour. En tout cas, ils ont les classes pour. Grosse victoire en tout cas de North Carolina, les Tar Heels qui finissent bien la saison, plutôt bien, on les verra en bowl. Coastal Carolina qui se déplaçait du côté de Troy, on avait dit que ça pouvait être un match piège pour les Chanticleers. Ça l'a été, ça a failli l'être en tout cas. Victoire dans les dernières secondes du match, 42-38 pour Coastal Carolina avec un Grayson McCall aux petits oignons, 3 touchdowns à la passe, 1 à la course et 1 interception. CJ Marable aussi, leur bon running back, c'est 120 yards pour 20 portées et 2 touchdowns. Les amis, je sais que certains d'entre vous ont vu ce match et on a failli penser que Coastal Carolina allait obtenir sa première défaite de la saison jusqu'au bout. Oui, absolument. 42-38 sur le score final et Troy fait une interception ou un fumble, je sais plus, je me souviens plus trop, mais il y a un turnover en gros et ils sont à quelques mètres de la fin, du touchdown de la end zone de Coastal. Il reste 1 minute 30, quelque chose comme ça. Il marque, et là, il faut que Coastal marque en moins d'1 minute, et c'est chose faite. Et franchement, c'est ce que Guillaume disait toujours, on reconnaît une bonne équipe, même quand elle est menée, elle arrive à gagner en fin de match, même si elle n'a pas bien joué. Bon, là, elle a plutôt bien joué, c'est Troy qui a élevé son niveau de jeu. Mais ils ont quand même réussi à gagner. Personnellement, ça faisait peur pour Coastal Carolina. J'avais l'impression que Troy allait réussir quand même à prendre l'avantage, mais finalement, voilà, petite victoire de Coastal Carolina 42-38 avec un Grayson McCall qui était vraiment pas mal. Moi, alors, j'ai pas regardé le match, mais je me pose une question. Pourquoi la Sun Belt a fait jouer ce match-là ? Alors, je m'explique. Coastal Carolina a grosso modo une chance d'accéder à un bowl du Nouvel An, en étant l'équipe du groupe of 5 la mieux classée, avec Cincinnati, grosso modo. Il joue un match qui est hyper galère contre Troy avant de rejouer un match de finale de conférence contre Louisiana juste après, qui eux n'ont pas joué ce week-end-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce match dans les pattes, un match où ils ont quand même, je pense, c'était beaucoup d'influx nerveux, et ils vont devoir jouer contre une grosse équipe de Louisiana avec des chances de perdre qui me semblent quand même un peu plus importantes que s'ils avaient une bye week. Je comprends pas du tout la stratégie de la Sun Belt sur ce coup-là. On se souvient que l'ACC avait décidé de ne pas faire jouer Notre-Dame et Clemson ce week-end. Je pense que c'était la décision la plus sage et je comprends pas qu'ils aient pas pris cette décision en Sun Belt. Voilà, c'était aucun rapport avec le match en lui-même, mais en tout cas sur le déroulé du match, mais c'est plutôt sur pourquoi le match a eu lieu, quoi, tout simplement. Oui, et puis ça aurait pu venir casser un petit peu la dynamique, la hype Coastal Carolina de cette année, et ça nous aurait fait chier. Ouais, et puis écoutez Baptiste. Déjà là, pardon. J'ai dit écoutez Baptiste parce qu'il est expert en match qu'il n'aurait pas dû jouer. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Eh bien, très bien, en tout cas, une nouvelle victoire pour Coastal Carolina, toujours invaincu cette saison. En l'occurrence, du côté de la Big Ten, on avait Illinois qui se déplaçait du côté de Northwestern, donc on avait dit le derby de l'Illinois, grosso modo. Victoire 28-10 de Northwestern qui continue leur excellente saison. 6 victoires, 1 défaite. Illinois, je ne sais plus si on doit dire Illinois ou Illinois. 2 victoires, 5 défaites. Alors, si vous aimez le jeu à la course, c'était votre match parce qu'en tout,
En tout et pour tout, les deux équipes combinées ont tenté seulement 24 passes. Voilà. Sinon, c'était que de la course avec je ne sais combien de joueurs différents. J'ai regardé un petit peu ce match. Illinois qui sont comme d'habitude un peu perdus. Il y a quelques bonnes phases de jeu. Mais c'est trop faible, quoi. L'équipe est trop faible, tout simplement. Je pense que c'est les joueurs, c'est trop faible. Le coaching n'est pas si mauvais que ça, mais vraiment au niveau. Northwestern n'ont pas eu trop de difficultés à gagner ce match. Alors je sais, c'est un peu logique à dire vu la saison de Northwestern, mais je suis désolé, je me perds un peu dans mes mots parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce match. C'était vraiment que de la course, ou bien ça passait ou bien ça passait pas, ça prenait le first down ou pas, et fin de l'histoire, quoi. Derrière, on a quand même eu une bonne défense avec un bon match encore une fois de Paddy Fisher, le linebacker de Northwestern. Victoire logique, Northwestern qu'on retrouvera la semaine prochaine en Big Ten Championship face à Ohio State. Mais voilà, c'est pas un match qui peut nous convaincre de se dire Northwestern peut poser de sérieux problèmes à Ohio State. Voilà, en tout cas, une saison régulière qui se termine bien pour les Wildcats, comme elle a bien commencé. Félicitations à eux. Toujours du côté de la. Enfin, tu dis qu'ils vont pas embêter au State. J'en suis pas forcément certain. J'ai dit embêter sérieusement. Embêter peut-être. Et prenons le cas où Northwestern bat les Buckeyes et que Clemson perd contre Notre-Dame. Vous mettez Northwestern dans les cadres, vous? Non, mais Texas A&M. Texas A&M qui est pas champion de conférence. Là, je sais pas, ça peut être marrant, franchement. Hein. Quoi qu'il arrive, ça va insulter. Moi, je veux voir ça vaut dire, mais Cincinnati plutôt, parce que. Non. Cincinnati qui a été passé par Iowa State, qui a 2 défaites. Enfin, je sais pas, je pense pas que le comité veuille un groupe of 5 dans les playoffs. Donc non, je sais pas, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. Je vois qu'ils sont à 6-1, avec 7-1, avec une victoire contre les Buckeyes, pourquoi pas, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, faut regarder le prochain top 20, le prochain classement CFP pour voir qui passera. C'est vrai que ça va donner une bonne indication sur les possibles changements après les finales de conf. C'est clair que le prochain classement est hyper important. Ils battent quand même Georgia à 2 défaites. Hein. Georgia à 2 défaites, ils peuvent y aller, c'est la SEC. Hein. On connaît l'amour du comité pour la SEC. Hein. Alors franchement, si Northwestern bat Ohio State, ils ont battu Iowa, ils ont battu Wisconsin qui était classé au début. Ils ont quelques victoires un peu références, plus tu rajoutes Ohio State. Moi, je pense que ils peuvent aller. Mais la défaite contre Michigan State fait mal, quoi, dans le résumé. Quoi, ouais, c'est ça. Ouais, elle fait mal, c'est ça. Mais elle fait mal, mais encore une fois, c'est pas une défaite. Enfin, il n'y a pas 30 points d'écart, donc. Va savoir, mais ça serait sympa, ça serait marrant à voir. Après, c'est vrai que le comité, en général, a sa manière de faire et c'est pas une manière qui plaît forcément à l'opinion publique, en tout cas pour les gens qui sont pas dans les bandwagons en général. Mais bonne question, c'est vrai, complètement. Pac-12, les amis. Pac-12, non, je vous dis des bêtises. Alors, on restait en Big Ten. Wisconsin qui se déplaçait du côté d'Iowa, justement. Iowa qui vont rester dans le top 25 cette semaine avec une nouvelle victoire 28-7 face à Wisconsin. Pareil, j'ai regardé un peu le match. J'ai regardé en plus toutes les highlights pour voir dans les détails les actions manquées. On a encore une fois un Graham Mertz qui fait un très mauvais match, qui ne lance que 169 yards pour 38 tentatives et une interception, pas de touchdown. En face, Spencer Petras. Alors le match était un peu sous la neige, il faisait froid, c'était du côté de l'Iowa. Spencer Petras, 2 touchdowns, 0 interception, des beaux deep lancés deep. J'ai bien aimé un bon Tyler Goodson en running back comme d'habitude, 106 yards, un touchdown. Mais surtout, j'aime beaucoup la paire de receveurs qu'ils ont, qui fonctionne bien depuis le début de saison avec Ihmir Smith-Marset. Hier, c'est 7 réceptions, 140 yards, 2 touchdowns. Et Brandon Smith pour 3 réceptions, seulement 30 yards, mais qui a réalisé quelques bonnes réceptions cette saison. Finalement, les gars, on va pas... Alors, on sait en face, Wisconsin, on a un peu du mal à comprendre certains points. Ils ont perdu quelques joueurs importants à la draft, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Mais Iowa, ils deviennent de plus en plus convaincants. On pensait que la saison serait un peu compliquée. Première défaite sur la première journée, c'est une défaite. Il y a eu aussi les histoires un peu en interne qui se sont passées durant la off-season. Vous êtes agréablement surpris ou pas par Iowa ?
Enfin, moi, je suis autant surpris de la bonne tenue d'Iowa en ce moment que qu'est-ce qui s'est passé à Wisconsin, quoi. Enfin, ils gagnent leurs 2 premiers matchs en éclatant tout le monde. Moi, honnêtement, je me faisais presque favori pour la Big Ten. Et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Graham Mertz, on reconnaît plus. Alors, effectivement, Iowa monte en puissance, mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Badgers? Les Hawkeyes, pour le coup, de toute façon, c'est souvent des équipes très besogneuses et qui gagnent en puissance au fil de la saison, et c'est exactement ça. Alors, moi, de toute façon, Kirk Ferentz, ça reste un super coach. Alors, il a eu des soucis en off-season, comme tu le disais, par rapport au traitement de certains joueurs d'origine afro-américaine. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais depuis leur défaite contre Northwestern, qui est quand même, mine de rien, une bonne équipe, ils ont mis quand même des sacrés branlés à peu près tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est une meilleure équipe que son bilan de 6-2 veut le dire, je pense. Et heureusement qu'ils ne jouent pas la finale de la Big Ten, parce qu'ils auraient pu poser, je pense, des soucis aux Buckeyes. Très bien, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Batou. On passe du 12 désormais avec Utah qui se déplaçait à Colorado. Un beau match encore une fois. Colorado qui est à 4 victoires, 0 défaites. Utah, 1 victoire, 2 défaites. Eh bien, victoire cependant de Utah 38-21 sous un match enneigé à côté des Rocheuses du côté de Boulder. Y a des gens qui ont regardé ce match. J'ai regardé un petit peu les highlights, c'était intéressant. Moi, j'ai pas mal aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était un match qui était assez. Ouais, il a l'air sympa. Assez disputé. Il y avait des punt returns, il y avait des longues courses, etc. J'aimerais revenir rapidement sur Utah. En début de saison, ils ont pas joué beaucoup de matchs, mais c'était comment dire. C'est une belle équipe, en fait, mine de rien. Et sinon, revenir en particulier à Utah, le Ty Jordan, leur running back freshman, 147 yards, 2 TD, et moi, il me fait beaucoup. J'adore regarder Ty Jordan jouer, pardon. Et un futur grand, voilà, c'est un freshman. Sinon, en futur grand aussi, potentiellement, on a Brenden Rice, le fils de Jerry Rice, qui joue à Colorado, qui a marqué 2 TD, un punt return qui est très beau, il fait un petit slalom, et un sur une réception, 61 yards, 1 TD. Voilà, c'était un bon petit match. Dommage pour Colorado de ne pas avoir gagné, de ne pas avoir fait une saison invaincue. Mais c'était un match assez disputé, malgré que le score soit 38-21. C'était un match qui était disputé jusqu'à la fin, donc voilà. Un match assez plaisant à regarder, sous la neige, c'était cool. Voilà, c'était un peu de la Pac-12, c'était à des heures décentes. J'ai maté aussi, c'était cool. Petit clin d'œil quand même. J'aime beaucoup les receveurs de Colorado, moi. Tu as cité Brandon Rice, mais Caden Nixon et Lavonte Chano, le petit frère d'eux. Voilà, c'est toujours sympa à regarder Colorado. Puis moi, on est en décembre, donc moi je regarde les matchs sous la neige. C'est bon, les matchs à Miami où il fait 42 degrés, c'est bon. Donc moi je regarde les matchs sous la neige. C'était cool. On est d'accord. Et honnêtement, exactement, Ronald représente. Et je suis comment dire, surpris de Utah aussi, hein. Comme l'a dit Robin, je pensais que c'était plié à la mi-temps. Utah commence très bien le match, Colorado revient très bien, notamment avec Sam Neuer, qui a un quarterback qui est assez sympa à avoir joué. Donc après, il s'est un peu perdu sur la fin de match, mais sur le premier temps, c'était assez cool. Mais notamment voilà, sa première passe de touchdown, qui est magnifique. Tout à fait, ouais. Mais voilà, après, sur le long terme, les Buffaloes ont pas tenu la distance. C'est assez bizarre parce qu'ils étaient vraiment sur une bonne dynamique. Et puis, ils auraient pu basculer à 5-0. Et qui le comité aurait fait jouer, enfin, qui la Pac-12 aurait fait jouer en finale? Bonne question. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Colorado qui, nouveau coach, avec des conditions un peu bizarres. Enfin, ce bilan de 4-1, il est presque inespéré pour les Buffs. Mais je pense qu'ils auraient vraiment aimé basculer à 5-0. Et petit coup de gueule quand même sur Colorado, sur leur casque. Alors c'est con d'avoir des plus beaux logos du college football si c'est pour pas le voir sur le casque, là. Donc je tenais à le dire, aucun rapport, mais voilà, c'est mon petit coup de gueule. Eh ben écoute, mais t'as raison, en plus, t'as raison, parce que Colorado ont vraiment la chance d'avoir des belles couleurs et des beaux équipements, un beau logo. T'as bien raison.
le petit clin d'œil esthétique. D'ailleurs, Baptiste, on va rester avec toi parce qu'on se dirige du côté de la Big 12 et Oklahoma State jouait son dernier match de saison régulière face à Baylor du côté de Waco dans le Texas. Tout à fait. Alors, c'était un match qui était prévu au départ le 18 octobre, qui avait été repoussé pendant un cas de Covid trop important du côté des Bears. Et quelques heures avant le début de match, déjà on n'a pas su si le match allait jouer ou pas. C'était les grandes rumeurs, est-ce que le match allait jouer ou pas. Et finalement, il s'est joué, mais du côté de Baylor, il y avait 41 joueurs ou membres de staff qui n'étaient pas présents pour les Bears, et notamment Larry Fedora, le coordinateur offensif. Donc je crois que c'est le coach des running backs qui s'est occupé de faire le play calling offensif. Et donc comme prévu, ça a été le carnage. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur le match en lui-même, si ce n'est que le match n'aurait pas dû avoir lieu. Donc moi j'ai suivi ça un peu avec une bière dans une main et Twitter dans l'autre. C'est d'un œil un peu discret. C'était plié au bout d'un quart temps. C'était aucun intérêt. Je suis très content que Dylan Stoner, le receveur en l'absence de Tyon Wallace, a pu montrer tout son talent. Il a fini avec plus de 200 yards et 3 TD. Donc là, c'était un super match de sa part pour probablement son avant-dernier match sous les couleurs des Cowboys. Donc pourquoi pas finir chez les Patriots, chez Bill Belichick. C'est un receveur que je verrais bien chez lui là-bas. Et sinon, rien de spécial. Chuba Hubbard a décidé de plus jouer avec les Cowboys sur les 2 derniers matchs. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, il a voulu revenir pour une raison qui me semble totalement aberrante, mais bon, il a décidé de revenir avec les Cowboys. Il a été leader sur la off-season, sur le mouvement BLM, donc voilà, tout ça, je pense, il fait pas une grande année en tant que joueur, mais il fait une grande année en tant qu'homme, tout court. Et voilà, je suis très content de ce qu'il est devenu, et j'espère qu'il va trouver une équipe NFL qui pourra l'utiliser au mieux, parce que c'est un chic type, c'est un mec bien, et voilà, on parle souvent des joueurs quand ils font n'importe quoi, mais je tiens aussi à à dire que Chuba Hubbard, c'est un mec cool. Et ça c'est vraiment sympa d'avoir pu suivre sa carrière avec les Cowboys. Voilà, en plus il est canadien, c'est assez rare pour être souligné dans le monde du college football. Et pour finir, je vais finir avec Baylor quand même. Alors on a discuté avec Valentin pendant le match. Pitré, c'est un corner ou c'est un safety, c'est un safety pardon, qui a fait un super match du côté des Bears. Voilà, je pense que ce sera un super joueur aussi en NFL les années suivantes. Et petit coup de gueule sur les Bears qui a des cas de Covid de partout, mais il y a du monde il y avait 12 000 personnes, il n'y avait pas de masque, ils font rusher les étudiants avant le début. Au bout d'un moment, je sais plus quoi dire, les gens sont cons, quoi. Voilà. Et juste, tu parlais de Chuba Hubbard, je vais terminer avec ça va être très rapide. Dominic Richardson, le successeur de Chuba Hubbard, qui va quand même donner encore une fois de belles années à Oklahoma State avec tout à fait, c'est au poste de running back. C'est un true freshman, et alors pour petite anecdote sur son recrutement, il a signé sa lettre avec TCU, sauf que TCU a signé Zach Evans, vous savez le running back 5 étoiles, mais avec des pros qui étaient chez Georgia, mais qui avait pas signé. Il est vraiment fort, ce mec. Il nous avait bien fait chier. Zach Evans, il est vraiment fort, ce mec. En tout cas, il est vraiment fort, mais en tout cas, il n'était pas censé signer avec TCU. TCU lui a fait signer et en fait a viré Richardson comme un malpropre, et donc il a fini avec nous, et on est très content qu'il ait fini chez les Cowboys. Donc plus de 160 yards, si je dis pas de bêtises, 3 TD, c'est un record pour un true freshman. C'est pas un record, la meilleure performance revient toujours à Thurman Thomas, un nom qui est assez familier avec les fans de NFL. Et ça traduit, je pense, pour les prochaines années, en Big 12, des bons running backs. Il y aura des bons running backs. Je pense à Bijan Robinson, Deuce Vaughn à Kansas State, Zach Evans, toi t'es running back à Oklahoma State. C'est ouf. Ouais. Donc là pendant 2-3 ans, vous allez pouvoir bouffer des super running backs en Big 12. Eh bien, très bien. En tout cas, félicitations. Belle victoire pour terminer la saison, Batou. Du côté de la Pac-12, USC qui se déplaçait du côté de UCLA. C'était donc la rivalité de Los Angeles, autant se le dire comme ça. Je vous donne les infos stade du match, puis ensuite on va en discuter de ce match qui s'est joué encore une fois lui aussi sur le dernier drive, les dernières secondes
Victoire 43-38 sur le fil de USC qui a été menée sur la plupart, enfin une bonne portion du match. Kedon Slovis, le quarterback de USC, dont on parle très souvent, c'est 5 touchdowns, 2 interceptions, 344 yards. En face, Dorian Thompson-Robinson, c'est 4 touchdowns, 2 interceptions, 364 yards. On a aussi à la course du côté de USC 110 yards pour un touchdown par Vavae Malepei. Voilà. Et puis aussi, on a, alors au niveau des receveurs, on a aussi doublé de Drake London pour 97 yards, 2 touchdowns, et surtout Amon-Ra St. Brown qui sera un des gros receveurs de la prochaine draft, 73 yards, 2 touchdowns. St. Brown qui fait une bonne saison pour l'instant. Voilà, de l'autre côté, on a quand même Demetric Felton avec 47 yards à la réception, 2 touchdowns, mais aussi qui a couru pour 90 yards, assez hybride. Et on a en défense du côté de USC encore une fois Talanoa Hufanga, lui aussi assez réputé comme safety avec 17 tackles pour 2 tackles for loss notamment. Voilà, je vous ai donné un peu les stats, je sais, on régurgite, mais vous avez pensé quoi de ce match? Personnellement, c'était un super match à voir. On était un peu ensemble à ce moment-là, d'ailleurs, pendant le match. Les derniers drives, tu as Kedon Slovis qui met le touchdown victorieux face à UCLA. Les appels de jeu en défense de UCLA, franchement, sur le dernier drive, et puis la manière de jouer, c'était quand même assez honteux, quoi. Enfin, tu sais que si tu stoppes cette défense à ce moment-là, cette attaque à ce moment-là, tu gagnes le match. Et là, ils ont rien. Enfin, j'avais l'impression qu'ils faisaient rien pour, quoi. Ouais. Alors, Elio, le problème surtout, c'est le retour de kick-off. Ils mettent 60 oui, notamment, yards, ils arrivent sur les 40 yards. À partir de là, tu sais que juste avec un field goal, ils marquent. Enfin, ils gagnent le match, je veux dire. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait penser parce que je le vois tous les week-ends. Je l'ai vu aussi, je crois qu'il y a eu un retour de kick touchdown, je crois, face à Wisconsin. Enfin, les special teams, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement special teams en NCAA. Enfin, sur pas mal d'équipes en tout cas, genre ça se prend des onside kicks, ça se prend des returns à tout va, Chez Army, il y a des entraînements special team. Ça, je peux te le garantir parce que je crois que c'est la meilleure équipe special team d'ailleurs du pays parce qu'ils bloquent un nombre de kick-off, de field goal, etc. incroyable. Pas de kick-off. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, c'est vrai que la plupart du temps, comme on en parle souvent, les kickers NCAA, c'est pas terrible, quoi. Et donc tout ce qui va derrière avec les special teams, ça se demander s'ils en font. En fait, ils sont. Vous savez, il y a un nombre de coachs. Il y a un nombre de coachs maximal autorisé par équipe. Et en fait, c'est souvent il y a souvent pas de coach d'équipe spéciale en college football. C'est souvent le head coach qui s'y colle. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent une grosse différence entre les très bonnes special teams qui sont excellentes et celles qui s'entraînent quasiment jamais et c'est nul, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est souvent des analystes, vous savez, Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, j'avais quasiment terminé. Je disais que c'est souvent des analystes, les analystes qui sont souvent beaucoup qui s'occupent de ça, mais ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas les mêmes droits que les coachs sur les bords du terrain lors des entraînements. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de pertes au niveau des équipes spéciales. Mais alors un truc moi que je comprends pas, c'est pourquoi tu dis pas à ton kicker, tu me l'envoies derrière les poteaux et il n'y a pas de retour de kick-off comme ça. Surtout, ça c'est incompréhensible. Surtout que c'est marrant, c'est que UCLA, tout leur kick c'était des touchbacks, à part celui-là. Et du coup, c'est quand même fou. Mais ça te fait perdre de match, quoi. C'est trop bizarre. Et j'aimerais quand même revenir sur USC. Ils font un comeback de malade. USC, ils sont menés 28-10 à un moment. Et ils arrivent quand même à rester là. Ok, UCLA fait quelques erreurs, etc. Mais il faut quand même souligner l'envie de continuer à jouer de USC après s'être pris 28-10 et de se dire, bah voilà, on va quand même jouer. Et sinon, non, c'est vrai qu'encore une fois, comme Guillaume le dit toujours, USC c'est pas une équipe qui va forcément éclater tout le monde en face, mais c'est une équipe qui gagne et gagner des matchs c'est ce qui compte. Donc voilà. Mais sinon, ouais, pour revenir sur les special teams, c'est indécent.
Et du coup, ce match, est-ce que pour vous, Kedon Slovis, on en parlait beaucoup, il a un tout petit peu déçu au démarrage de la saison assez tardif en USC, mais c'est normal, c'est un démarrage de saison. Il a semblé mieux se remettre sur ses derniers matchs. Est-ce que vous, hier, malgré 2 interceptions, il vous a quand même convaincu comme étant... Alors, c'est difficile de juger en 5 matchs, mais un des meilleurs quarterbacks du CFB actuellement, ou en tout cas de Pac-12? Bah, moi, je dirais c'est un top 10 sûr. Après, il faut pas oublier que hier, pour UCLA, il manquait Obiebo, le corner, donc il était quand même bien suppléé par Mo Hosting et Quentin Lake et Stéphane Belloc, même si je joue petit. Mais c'est mieux. Alors, la semaine dernière, c'était déjà mieux. C'était vraiment mieux. Au niveau de la précision, c'est passé tout. Mais juste, moi, je suis pas très fan de Keanu Slovis. J'aime bien, mais bon, je m'en fous un peu. Juste, tu regardes les 2 dernières passes qu'il fait, c'est clutch à la mort. Les 2 passes sont parfaites. Donc, tu as des receveurs qui sont pas mauvais, hein, c'est pas les pires du CFB, c'est sûr. Mais juste si tu juges sur ça, c'est pas tous les quarterbacks qui vont te mettre les 2 passes comme ça au dernier moment, mais vraiment parfaites. Genre, ils sont parfaites. Tu peux pas le faire. Donc, oui, c'est mieux. Après, je pense qu'il a encore quand même pas mal à travailler parce que les 2 inters que j'ai vus, c'était pas non plus. Il y en a une, c'est pas trop de sa faute, mais bon, quand même, quoi, on va dire. Et il doit encore progresser sur certaines choses, mais il y a du mieux. Donc après, ouais, c'est sûr que tu peux pas juger sur 5 matchs. C'est ça le problème. Donc on verra l'année prochaine. Et à propos de ce match, alors est-ce que déjà sur le contenu du match, il y en a certains d'entre vous qui veulent encore commenter, parce qu'après j'aurai une question qui parle un petit peu du futur de USC, on va dire, enfin pas du futur, mais de tout ce qui entoure USC sur cette fin de saison. Des volontaires quand même pour finir sur le contenu du match. Juste, j'aimerais dire un petit mot sur Dorian Thompson-Robinson, donc qui était pas mal taillé l'année dernière, par moi aussi, hein, d'ailleurs, je ne me le cache pas, mais il a quand même bien progressé cette année. Donc même s'il n'y a que 5 matchs, on sent qu'il a pris de la confiance et de la maturité dans son jeu. Et ça fait quand même plaisir de voir UCLA qui, même s'ils sont à 3-3 cette saison, qui arrive à faire quelques résultats et à montrer un peu plus de constance. Parce que depuis la perte de, je crois, c'était Bretton Lay, c'était un peu le néant. C'était pas il y a très longtemps, hein, mais... Non, Bretton Lay, c'est pas USC. Enfin, c'est pas UCLA. Bretton Lay, non, c'est Arizona. UCLA, c'est Josh Rosen à l'époque. Non, Bretton Lay. Mais non, il était et Goff et aussi QB. il était non, mais t'as bien raison, Huntley il était à UCLA en effet. Ouais, il était à UCLA, mais c'est vrai qu'il y avait Rosen. Il vient d'Arizona. Il vient d'Arizona, d'ailleurs, il est chez les Cardinals en ce moment, et il est originaire d'Arizona en effet. Et oui, après, il y a quand même eu la période Rosen aussi, c'est vrai. Oui, j'ai complètement. Donc j'ai dit de la merde, mais c'était pas non plus. C'était pas stabilisé de fou, quoi. Il y a toujours eu des problèmes dans cette équipe de UCLA. Après, je trouve que cette année, il y a quand même, au moins, du coup, on va parler juste de la période de Dorian Thompson-Robinson, donc depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. C'est quand même, ça commence à se stabiliser, et que junior, et donc on verra, lui aussi, l'année prochaine, s'il est capable de step up. C'est juste que Jared Goff, je dis n'importe quoi, alors qu'il était à Californie. Il était à Californie. Non, mais à chaque fois, toutes les facs là, de Californie et tout, genre, les QB, tu sais, Rosen et Goff, ils ont quasiment la même tête déjà, genre, tu mélanges tout dans ta tête. Mais oui, en tout cas, ouais. Et juste, désolé, je fais mon mea culpa, c'est vrai que je pensais à Tyler Huntley de Utah. C'est pour ça, Huntley, j'ai confondu. Désolé. Il y a beaucoup de noms qui passent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms dans le college football, il faut se souvenir de tout. Alors, j'avais une question à vous adresser, parce que tout à l'heure, la question sur Northwestern en playoff de Baptiste était très très bien pensée. Là, pour le coup, on se retrouve quand même avec USC qui ont 5 victoires, 0 défaites. Et je ne veux pas dire les numéros 4 qui sont actuellement qualifiés en playoff, c'est donc Ohio State, qui sont à 5 victoires, 0 défaites après tout. En ayant eu des victoires face à une seule équipe qui alors, il y avait Penn State à l'époque qui était classée au tout début, mais qui ont perdu tout leur premier match. Et ils ont une seule victoire, vraiment, on va dire un peu référence face à une équipe classée, c'est face à Indiana 42-35, donc un peu dans la douleur cette victoire avec les 3 inters, on s'en rappelle de Justin Fields.
Qu'est-ce qui différencie finalement un Ohio State à 5-0 d'un USC à 5-0 pour aller en playoff, concrètement? Le classement d'avant-saison. Le comité. Alors le comité, cette année, joue vachement sur ce qu'on appelle le eye test, vous savez, l'impression que donnent les équipes sur le terrain. Et très clairement, même si je suis pas un hyper fan de Ohio State, on peut quand même difficilement les mettre sur le même pied d'égalité qu'avec USC, qui a énormément de mal et qui aurait dû déjà perdre son premier match, alors que Ohio State a quand même dominé de la tête et des épaules à peu près tous ses adversaires. Donc je crois que le comité est vachement sur l'impression donnée par une équipe tout au long de la saison. Et de ce côté-là, USC peut pas jouer dans le même cours que les Buckeyes, ça c'est clair. Surtout que USC, à chaque fois ils font des comebacks et ils sont toujours à deux doigts de perdre. Donc non, c'est pour ça que Baptiste il a totalement raison quand il dit qu'ils n'ont pas l'air bons. Ils n'ont pas l'air de rouler sur tout le monde malgré qu'ils soient à 5-0. Ouais, mais moi, ce qui me dérange là-dedans, alors je vous l'avais dit en début de saison, quand USC ont commencé à jouer, j'étais pas fan de leur victoire. Je trouvais pas USC aussi flambant qu'on les voyait en pré-saison. Mais sincèrement, Ohio State, quand tu vois, alors leur victoire offensive, il n'y a pas de souci. Mais USC, pareil, ils font pas des victoires à 10 points ou à 15 points. Ils ont des belles victoires. Offensivement, ça va. Et Ohio State, les points d'écart leur défense. T'as beau mettre 40 points si t'en prends 30. Ouais, mais finalement, Ohio State, leur défense, face aux équipes qui ont à peu près une attaque correcte, la défense, elle est pas top, quoi. Les seuls moments où il y a peu de points face à Ohio State, c'est vraiment des équipes mauvaises, quoi. Je suis désolé, alors bien sûr, Ohio State mérite sûrement un peu plus, bien sûr, ils jouent mieux les équipes, mais parce qu'ils ont un plus gros potentiel aussi, on le sait, offensif, ils ont des 4 et 5 étoiles, c'est beaucoup plus facile pour eux, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a quand même des pour et des contre. Je trouve que Ohio State, pour moi, 5 victoires, 0 défaites, ok, très bien, mais tu peux pas me dire qu'ils sont largement plus convaincants qu'USC. Sachant qu'au final, leur défense, on en parlait, de la défense d'Ohio State, c'est pas forcément la meilleure de l'année, quoi. Ah, mais d'un côté, tu as Justin Fields qui est futur numéro 2 de la draft, et de l'autre côté, tu as Kedon Slovis qui va jouer encore un an. Et ça, à mon avis, ils vont pas laisser, parce qu'on avait déjà parlé un peu, mais Fields partir sans playoff ou quoi. Donc, Ouais, bien sûr. De toute manière, on connaît le comité, c'est toujours les mêmes trucs qui rentrent en ligne de compte et voilà, mais je faisais la comparaison entre les deux, sachant qu'il y a d'autres équipes qui méritent largement aussi d'être très bien classées et d'être en parallèle d'Ohio State, de faire le parallèle avec Ohio State aussi. De toute façon, juste si je peux dire, c'est mon avis personnel, mais mettre des équipes en playoff à 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, pour moi, ça c'est pas correct par rapport aux autres qui vont jouer une dizaine ou voire plus d'une dizaine de matchs. Et ça risque de créer des précédents. On en rediscutera au moment. Je pense qu'on fera peut-être un épisode un peu spécial sur le choix des 4, mais c'est quoi l'intérêt de jouer plein de matchs si on peut jouer que 6 et se qualifier? Non, mais c'était une très bonne question. On est tout à fait d'accord. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Dernier match du top 25, BYU qui recevait San Diego State. Victoire 28-14 de BYU avec 3 touchdowns de Zach Wilson pour 303 yards. Les amis, quelqu'un a vu ce match? Ou en tout cas, un mot à dire sur ce match? Ouais, tu connais, à 6h du mat', on était devant BYU. Non, là, ils ont joué comme ils auraient dû jouer la semaine dernière. Donc, ça s'est très bien passé pour eux, il n'y a rien à dire. Voilà. Oui, bien, très bien. Tout de suite, le Group of Five qui nous est présenté comme chaque semaine par notre ami Gus de Notre-Dame et Augustin qui va aussi nous parler d'un match dont vous avez fait la petite preview un peu. Ouais, alors on va commencer avec le Group of Five. Déjà, il y a Southern Miss qui a battu Florida Atlantic. Si le résultat est pas important pour Southern Miss, Frank Gore Jr., le fils de Frank Gore, a couru pour 111 yards et un touchdown. Mais moi, je trouve la performance de la soirée, c'était San Jose State qui a battu Nevada 30-20. Donc du coup, en fait,
San Jose State est sur une saison à 6 victoires, 0 défaites, et ça leur permet d'être pour la première fois de leur histoire en finale de la Mountain West. Et c'est super hein, parce que avec leur nouveau coach, Brent Brennan, ils avaient subi, on va dire, 3 années de galère. Donc c'est une victoire, c'est une saison qui va rester dans les livres d'histoire du programme. Je précise que le match, la finale de la conf se jouera à Boise State parce que il y a un confinement dans le comté de San Jose. North Texas a battu UTEP 45-43 avec notamment Jalen Darden, le receveur de North Texas qui a mis 4 touchdowns sur 8 réceptions et en tout il a reçu pour 173 yards. Alors lui il fait une saison de malade mental du côté de North Texas. Je sais que toi Valentin tu l'aimes bien. Ouais, 19 touchdowns pour 1111 yards. 1190 pardon, donc voilà, ça présente un peu la saison de Darden. Ball State a battu Western Michigan 30-27 et ils sont sur une fiche de 5 victoires pour une défaite. Je pense notamment à un touchdown qui n'a pas été inscrit. Je crois que c'était à la fin de la première mi-temps où le ballon, ils le balançaient de tous les sens. Il y avait des gens sur le terrain. Enfin, incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo. UAB a battu Rice 21-16 alors que Rice la semaine dernière avait battu Marshall, ça ne rien comprendre. Buffalo a battu Akron, ça c'est une surprise pour personne, 56-7. Jared Patterson, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il était loin des 8 touchdowns d'il y a 2 semaines. Central Michigan a perdu face à Toledo 24-23. Memphis a battu Houston dans un beau match du Group of 5 30-27 avec un match un petit peu à contresens dans la mesure où les statistiques étaient clairement en faveur de Houston. Donc voilà, on va dire que c'est pas une saison dont les fans des Tigers se rappelleront. Boise State a battu Wyoming 17-9 au terme d'un match compliqué mais qui s'est joué sous la neige, c'était hyper cool dans le Wyoming. Van Buren, le running back de Boise State, a battu un gros boulot avec un touchdown et 80 yards. Et Backmeyer s'en est bien sorti malgré la neige. Appalachian State a battu Georgia Southern. Et on va terminer, les amis, avec le dernier match, le match dont on avait parlé pendant la preview, c'est le Army-Navy, la grande rivalité militaire du college football. Et c'est Army qui a battu Navy 15-0. Alors, Val, sur le Army Navy, tu nous avais dit quelque chose quand même. Je pense qu'on était un petit peu tous sur le fait que Navy pouvait s'imposer. Toi, Val, tu as dit non, ça sera Army. Et tu nous avais sorti une certaine phrase d'ailleurs sur la Navy. Est-ce que tu peux nous la répéter, s'il te plaît ? Il me semble que j'avais dit que la Navy était aussi bon sur le terrain qu'ils sont sur un champ de bataille. Quelque chose comme ça. C'est ça. T'as regardé ce match, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était sympa ? Oui, il faut aimer les jeux à la course et les gros contacts. Moi j'ai bien kiffé. Bon après c'est pas quelque chose que tu vas te souvenir, bien sûr à la fin de saison, mais c'est kiffant quand même. C'est l'America's Game. C'était le premier match entre les deux à West Point depuis 1943, si je me rappelle bien. Donc il y avait le président Trump, etc., qui a été très applaudi par les cadets. Puisqu'il n'y avait que les cadets, il n'y avait pas de supporters extérieurs à ce match. Et bon, après, je vais pas vous dire des stats ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que sur l'équipe d'Army, ils ont eu les meilleurs recrutements en 2020-2019. Ça fait partie de leurs meilleurs recrutements. Quelques joueurs, ils sont dans leur top 15 des recrutements all-time. Donc, Army, ça va continuer encore pendant 2-3 ans au moins la domination sur les autres équipes militaires comme Air Force ou Navy. Et voilà. Après, si vous aimez vraiment la triple option, les gros contacts, regardez ce match. Si vous aimez les passes, ne le regardez pas. Et voilà. Après, il y a quelques joueurs quand même qui peuvent, parce qu'on sait que ces joueurs se présentent des fois à la draft. Et il y a quand même quelques joueurs de ligne sur Army qui sont seniors et tout, qui sont vraiment pas mauvais. Et s'il y a des équipes comme Baltimore qui aiment bien jouer sur des run options, etc., il y a quand même quelques joueurs à possiblement regarder et prendre à drafter ou prendre en undrafted adjunct.
C'est ça. Et juste en fait de match intéressant que vous pouvez aller voir sur les highlights ou dans les vidéos, on les a mises. Il y a un gros stop de Army qui en 4e tentative qui stoppe Navy sur. Toute l'équipe se met corps et âme pour arrêter la 4e tentative. Donc on voit vraiment que c'est un comportement d'académie militaire justement. Ils sont prêts à tout donner sur le terrain. Sinon, encore une fois, comme Val l'a dit, des énormes contacts. Il y a des fumbles, etc. Et comment dire. Et sinon, un trick play qui était dans les 15 yards et qui a fini sur un safety. Donc c'est assez marrant. Pour l'autre fois, je ne sais plus quel match on disait que ça avait beaucoup couru en Big Ten, qui avait fait 24 passes. Eux combinés, c'est 4 passes. Voilà, 4 passes pour 37 yards. Voilà. Eh bien, très bien. Avant de passer au reste des matchs du Power 5, on a aussi la petite info qui vient à l'instant de tomber. Lovie Smith, le head coach d'Illinois, a été limogé. Lovie Smith qui a été aussi pendant pas mal d'années coach des Chicago Bears. Voilà. Donc Illinois qui vont se mettre à la recherche d'un nouveau coach en Big Ten. Donc on peut dire que Love is gone. D'ailleurs, si vous voulez un compte humoristique sympa, vous allez sur The Lonesome Elle est Cowboy certifiée, d'Oklahoma State. elle est certifiée celle-là. Ah ouais. Qui adore les jeux de mots. Ok, on passe. Putain, Baptiste. On passe du côté de la. Et encore ça va, vous avez parlé de Darden, j'avais une blague ou deux à faire, mais voilà, ça sera pour un prochain épisode. Vas-y, tiens, là j'en ai une. Non, simplement qu'il comptait pas continuer le college football, mais plutôt le cinéma pour faire avec son frère, les frères Dardenne. Voilà. J'ai pas la référence. Je pense que personne n'a la ref, mais. Si. Dis quand même, les gars. Ils sont passés par Dardenne. Là, ici, on est ici. C'est des frangins Dardenne qui font des films, tout simplement, quoi. On est ici, Pittsburgh qui se déplaçait du côté de Georgia Tech. Victoire 34-20 de Pittsburgh, avec tout de même du côté de Georgia Tech 2 touchdowns du quarterback 4 étoiles, Jeff Sims. Wake Forest qui se déplaçait à Louisville. Victoire de Louisville 45-21, dont 3 touchdowns, 2 à la course et 1 à la passe de Malik Cunningham. En face, Sam Hartman a lancé 224 yards pour 2 touchdowns. Florida State se sont imposés leur 3e victoire cette saison en recevant Duke. Victoire 56-35 de Florida State qui a vu son quarterback Jordan Travis inscrire 2 touchdowns à la passe. Avec seulement 18 passes tentées. Il y avait aussi un beau derby, Virginia qui se déplaçait du côté de... Pour Jordan Travis, c'est le QB de Florida State qui a couru le plus dans l'histoire, il me semble, de Florida State. Donc quand on voit quand même, par exemple, Jameis Winston qui courait pas mal à Florida State, c'est cool pour Jordan Travis d'avoir battu le record de yards à la course pour un QB dans une saison. Et enfin, pour terminer ici, c'est Virginia qui se déplaçait du côté de Virginia Tech. Donc pareil pour la rivalité de Virginie. Victoire 33-15 de Virginia Tech qui ne se sont pas fait peur dans ce match. Ils menaient 27-7 à la mi-temps. Voilà, encore un gros match de Khalil Herbert, leur running back star aux Hokies, avec 162 yards, 1 touchdown. En face, on a quand même eu un match. Moi, j'aime bien regarder Brennan Armstrong. On en parle quasiment à chaque épisode, j'ai l'impression, pour Virginia. Le quarterback gaucher qui a inscrit 2 touchdowns pour 2 interceptions et qui a couru pour seulement 23 yards. Mais en fait, c'est un mec, il fait un peu tout. Genre, moi, il me fait penser quelque part, en version complètement un peu différente, mais dans le même genre quand même, un Taysom Hill, genre le mec, il lance, il court, il sort de la poche. Tu te dis, mais quelle dinguerie il va faire. Et c'est vrai que c'est assez sympa avoir joué, en tout cas, les Hokies qui ont surclassé les Cavaliers sur ce match qui était en pleine nuit entre samedi et dimanche. Du côté de la Big Ten, eh bien, il y avait un Minnesota-Nebraska avec la victoire 24-17 de Minnesota. Voilà, un touchdown dans la passe de Tanner Morgan, vraiment une saison complètement en dessous des attentes pour le quarterback, pour le Paul Bernardoni de Minnesota. 2 touchdowns à la course de Mohamed Ibrahim qui sera sûrement présent à la draft cette année. Il est junior ou senior, je ne sais plus, mais en tout cas il sera à la draft probablement.
Voilà, Nebraska qui termine sa saison sur un bilan de 2 victoires pour 5 défaites. J'avoue que j'ai pas regardé le match. Très déçu, perso. Nebraska. Hein. Je suis très déçu. Mais même ils avaient donné sûrement gagnant parce que grâce à leur défense, et la défense a pris l'eau. Donc, j'avais dit qu'il fallait qu'ils arrêtent Mohamed Ibrahim, parce que je pensais capable un minimum, hein, parce que Ibrahim il est vraiment fort. Mais la défense a pris l'eau face à lui et a joué à la course. Et c'était un match décevant, comme tu dis, pour Tanner Morgan qui était décevant toute la saison, puis pour l'attaque de Nebraska. Un match décevant dans les attentes. Ouais, complètement. Michigan State qui se déplaçait du côté de Penn State, victoire 39-24 de Penn State, donc 3e victoire de la saison pour 5 défaites. Michigan State qui est arrivé avec Peyton Thorne comme quarterback titulaire à la place de Rocky Lombardi, 3 touchdowns, une interception pour 325 yards de Thorne, donc pas si mal pour un quarterback qui a été titularisé durant la saison. En face, Sean Clifford, c'est 2 touchdowns à la passe et 1 à la course, mais surtout gros match du receveur Jan Dodson avec 108 yards pour 8 réceptions, donc c'est un gros match pour le receveur de Penn State qui est peut-être une des seules lumières du côté de University Park cette saison et qui a surveillé. Enfin, dernier match de Big Ten, Rutgers qui se déplaçait du côté de Terrapins du Maryland. Victoire 27-24 en overtime de Rutgers. Alors, pour y aller très franchement, c'était un match. Je veux pas faire passer ça pour le type qui s'en fiche et qui veut qui essaye de mieux faire passer la défaite. Mais non, c'était un match anecdotique. On a fait jouer beaucoup de seniors, des walk-on. C'était plus pour faire du turnover. Lance Legendre qui a démarré. Donc Tolia qui n'a pas joué du match concrètement. Lance Legendre qui a démarré, qui a envoyé 2 interceptions. Alors les interceptions, il y a une passe qui est typée, il y en a une autre, c'est mal coordonné avec le receveur, mais le receveur est un peu en tort. Voilà, je ne vais pas trop lui lancer la pierre. Legendre, c'est son premier match où il était quand même titulaire. On sait qu'il est qui peut être doué à la course. Là, il est à moins 11 yards, donc pas top. On a eu aussi une bonne entrée en fait d'un walk-on en quarterback, Eric Najarian, qui a lancé pour 218 yards, 2 touchdowns et 0 interception, qui était franchement pas mauvais. Najarian qui était quarterback du côté de Demata High School, qui est un des plus gros lycées du nord-est américain, où il y a pas mal de joueurs, notamment en NFL actuellement, qui sont passés. Donc qui a une petite expérience lycéenne pas trop mal et qui s'est pas mal débrouillé sur le terrain. Ça a été un match, en fait, ça a été un peu un chassé-croisé. Par moments, Rutgers qui était devant, Maryland qui repassait devant. Finalement, Rutgers qui nous rattrape en fin de match pour faire 24-24. Et puis, ils mettent un field goal en overtime. Et nous, on rate le field goal qui aurait permis qui nous aurait permis de recoller avec Rutgers. Au niveau il y a pas mal de seniors qui partent en fait, donc déjà c'est un peu triste. Il y a Jake Funk, notre running back, qui vraiment s'est dévoilé cette saison après 2 blessures consécutives sur ces 2 dernières saisons. Là, il a couru pour 180 yards, 17 portées et un touchdown, dont un très très beau touchdown. Ça va faire un peu mal de le voir partir. Défensivement parlant, notre équipe, alors c'était un peu ou tout ou rien. On a eu des très très bonnes séquences, puis on a des séquences où on s'est laissé complètement avoir. Tariq Steele, le freshman, qui fait un gros match, donc non à noter. Et ce qu'il fallait savoir aussi au niveau de notre défense, j'avais parlé de notre défensive coordinateur John Hawk qui était sélectionné, nominé pour la catégorie d'un des meilleurs assistants, coach assistant de la saison en college football. Finalement, il avait le Covid cette semaine. Donc, c'est un nouvel arrivant, notre coach DB, Henry Baker, qui était special assistant du côté des Giants et qui est un ancien joueur de nos Terrapins, qui a dirigé ce match. Il est arrivé à l'été 2020. Donc voilà, c'était pas forcément facile aussi à ce niveau-là. Encore une fois, défaite assez anecdotique et je n'étais pas forcément déçu. Je pense qu'avec une équipe type et un vrai coaching à 100%, on aurait battu Rutgers assez aisément. Enfin, en tout cas, on les aurait battus.
Voilà, désolé, j'ai un peu bégayé sur ce match. On passe à la Big 12 désormais. Et en Big 12, eh bien, le seul match restant, c'était Louisiana Tech, qui ne font pas partie de la Big 12, qui se déplaçait du côté de TCU. Victoire 52-10 de l'équipe texane, avec un Max Duggan qui n'a envoyé qu'un seul touchdown pour seulement 13 passes tentées, cela dit. Voilà. Par contre, Zach Evans, le running back 5 étoiles, qui a couru pour 130 yards et 2 touchdowns pour TCU. Voilà à ce niveau-là. Et Robin, tu voulais dire quelque chose, toi, sur ce match? Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé justement Zach Evans, le running back de TCU, qui est vraiment bon, je trouve. Et enfin voilà, c'est un freshman, on en a parlé tout à l'heure. Il fait 7 portées pour 130 yards, 2 TD, dont un de 75 yards. Moi, j'ai beaucoup apprécié la force avec laquelle il courait, etc. Enfin, je pense qu'il a un bel avenir s'il a un comportement décent, quoi. Très bien. Du côté de la SEC, Tennessee qui se déplaçait à Vanderbilt, victoire donc chez les voisins, Vanderbilt qui est dans le Tennessee, victoire 42-17 pour Tennessee. À noter, encore une fois, Sarah Fuller, la kickeuse de Vanderbilt, qui était présente et qui a marqué par 2 fois. Bien joué elle. C'est bien, ça fait plaisir, les gars, non? Ouais, elle a enfin eu une possibilité de taper dans le ballon, chose que Vanderbilt ne lui avait pas permis face à Missouri. Première femme de l'histoire à mettre des points en Power 5. Alors, je pense qu'on peut tous l'applaudir, ouvrez les micros, sincèrement, c'est cool. Ah ouais. Parce que ça se moquait d'elle sur le dernier match, mais franchement, faut y aller, faut le faire, faut avoir des coronets ou des ovaires, je sais pas comme vous voulez, mais en tout cas, fallait le faire. Pour une personne qui a je pense, jamais kické de sa vie. Ouais, exact. Donc, qui est joueuse de soccer de base. C'est d'autant plus fort. Auburn qui se déplaçait du côté de Mississippi State, victoire 24-10 de Auburn, match pareil en pleine nuit, que j'ai pas mal regardé. Je vais pas vous le décrypter parce que de toute manière, Auburn qui sont à 6 victoires, 4 défaites et Mississippi State 2 victoires, 7 défaites, voilà, c'était pas le match de l'année, très loin de là. On a eu le droit à un bon Tank Bixby, le running back d'Auburn avec 192 yards, Bonix qui a inscrit un touchdown à la passe et un à la course. En face, c'était toujours Will Rogers titulaire, un touchdown, 2 interceptions. Il n'y a rien rien à dire de plus sur ce match. Ouais. Juste, allez voir sur mon compte Twitter, il y a un cornerback de Mississippi State qui essaie de trash talk Seth Williams. Et, enfin, il lui trash talk bien, mais bien comme il faut. Il se prend une réception avec TD sur la tronche. Il ferme sa gueule. C'est magnifique. C'est un plaisir. Mais... Seth Williams, auteur de 3 réceptions pour 57 yards et un touchdown. Lui qui sera aussi une des grosses attractions au poste receveur de la draft 2021. Et on termine avec la Pac-12. Arizona State dans la nuit de vendredi à samedi qui ont surclassé Arizona, on l'a dit. Kevin Sumlin, le coach d'Arizona, qui a été limogé après ce match. En même temps, c'est compréhensible. Pour la 5e défaite d'Arizona en 5 matchs, les Wildcats se sont pris 70 points et ont marqué un touchdown, 7 points. C'est Arizona State qui ont joué le rôle de rouleau compresseur pour leur première victoire de la saison. Jaden Daniels a envoyé 2 touchdowns déjà. À la course, il y a eu en tout 7 touchdowns à la course. Ouais, c'est ça, 7 touchdowns, dont un triplé de Rashad White pour 133 yards et 10 portées. Jackson HE, c'est un running back qui est actuellement à Arizona State, qui a marqué un TD à la course. Et c'est le premier joueur d'origine asiatique, enfin, c'est le premier joueur chinois. Premier joueur né en Chine. Ouais. C'est le premier joueur né en Chine qui a marqué un touchdown en NCAA, donc c'est à féliciter aussi, je trouve. Et encore une fois, Arizona, c'est le 12e match d'affilée qu'ils perdent. Heureusement que le coach n'est plus là. Donc voilà. Beaucoup de tristesse quand on voit ce genre de score, franchement.
ça nous rend pas forcément heureux. Ça te rend nostalgique, Elio, non? Bah non, mais c'est pas ça. C'est que genre tu vois une équipe qui se fait laminer. Enfin, tu sais, t'as un peu d'empathie, quoi, de compassion, tu vois, pour eux. Enfin, surtout que C'est la fois t'as connu ça, C'était l'année dernière quand je regardais Maryland. Ouais, ben voilà, tu vois. Ouais, tu vois, quand on a vécu ça, mon pote, crois-moi, on peut avoir beaucoup d'empathie et de compassion. T'es un mec bien. Stanford pour terminer la Pac-12 et cet épisode qui se déplaçait du côté d'Oregon State. Victoire sur le fil, 27-24 de Stanford qui se sont bien rattrapés sur le dernier carton. Ils inscrivent 11 points alors que les Beavers d'Oregon State n'en inscrivent que 3. Davis Mills, un touchdown, 0 interception. En face, et 2 touchdowns à la course, malgré moins de 3 yards à la course pour Davis Mills. En face, Chance Nolan, c'est 3 touchdowns, 0 interception pour 221 yards. Voilà. Stanford, finalement, qu'on attendait peut-être un peu plus en difficulté cette saison, termine la saison à 3 victoires, 2 défaites. Peut-être une petite reconstruction pour les Cardinals, qui peut être assez sympa. Voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la Pac-12 ce week-end? Non. Voilà, Robin qui a vu son match annulé face à Washington, entre Oregon et Washington. Ouais, Val? Non, mais j'allais dire à Robin qui est parti, et puis au moment où on parle d'Oregon State. Donc, et vu que c'est pas lui qui fait le montage, ça sera pas coupé. Mais Oregon State qui perd face à Stanford, donc ça doit le mettre encore un petit peu plus bas que terre, mais c'est un plaisir aussi, je me délecte. Et voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce dernier épisode de saison régulière. On se retrouve la semaine prochaine pour les previews des championships, puis ensuite les reviews des championships. On vous fait à tous des gros bisous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Salut tout le monde!